Ce soir-là, le dîner n'a pas commencé par une dispute, mais s'est terminé par une phrase dont les mots résonnent encore clairement dans ma tête. Je m'appelle Francis. J'ai 26 ans et, en arrivant à ce dîner de famille, je savais déjà que le silence était la meilleure option, car j'avais appris depuis longtemps que me défendre ne faisait qu'empirer les choses. Je me suis assis, j'ai écouté, j'ai hoché la tête quand je m'y attendais et je suis resté en retrait. L'atmosphère semblait d'abord normale, emplie de conversations familières, sans aucune tension, sans bruit, ce qui me laissait penser que je pourrais passer la soirée sans être le centre de l'attention. Ce sentiment de tranquillité n'a duré que quelques minutes, avant que tout ne bascule. La conversation a soudainement pris une tournure non pas de dispute, mais de jugement. Ma mère s'est adossée, m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré clairement devant tout le monde : « Ta sœur est une fierté. Toi, non. » Elle n'a pas élevé la voix ni hésité, et ses mots ont résonné comme un coup de massue, comme s'ils n'attendaient que le moment opportun. Autour de la table, il n'y eut ni choc ni malaise, mais des rires, nonchalants et indifférents, comme si ces paroles étaient une évidence plutôt qu'une attaque. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas cherché à comprendre, ni à m'expliquer, ni à énumérer mes actes. Je me suis simplement levé, j'ai repoussé ma chaise et je suis parti, car j'avais enfin compris que le silence n'était pas synonyme d'acceptation, et que rester ne ferait que me rabaisser. 2 semaines plus tard, les rires de ce dîner s'étaient évanouis lorsque le désastre financier que j'avais dissimulé a éclaté au grand jour. Les coupables ont commencé à se manifester, les comptes ont été démasqués, et ceux qui avaient ri de mon départ sont réapparus, cette fois-ci face à moi, exigeant que je répare tout. Avant de poursuivre, si vous avez déjà été comparé à un frère ou une sœur et que vous vous êtes senti que moins impliqué dans votre propre famille, prenez un instant pour vous abonner et partager votre expérience, car cette histoire n'est pas une histoire d'amertume, mais de limite et de la capacité à savoir quand la seule solution est de partir. Pendant la majeure partie de mon enfance, notre famille tournait autour d'une seule personne qui prenait toutes les décisions. Mon père m'a quitté alors que j'étais encore jeune, et le lien qui s'en est suivi s'est peu à peu dissipé jusqu'à disparaître complètement, laissant ma mère seule autorité à la maison. Après son départ, chaque décision, petite ou grande, passait par elle, des emplois du temps quotidien à la gestion de l'argent, en passant par le comportement attendu de chaque enfant. Personne d'autre ne venait remettre en question ses décisions. Avec le temps, cette absence a figé une structure familiale où l'autorité n'était jamais contestée. Ma sœur Marissa a clairement profité de cette structure. Quand elle avait besoin d'argent pour ses activités scolaires, ma mère ne demandait jamais pourquoi, seulement combien. Quand j'avais besoin d'argent pour des choses similaires, je devais en expliquer l'importance et parfois, on me répondait que ce n'était pas une priorité. Si Marissa rentrait tard, ma mère me disait qu'elle avait sa propre vie et qu'elle méritait qu'on lui fasse confiance. Si je rentrais tard, je devais justifier chaque minute, chaque endroit où j'étais allé et chaque personne que j'avais rencontrée. Ces différences n'ont jamais été abordées ouvertement. Pourtant, ces situations se répétaient assez souvent pour devenir une habitude que je ne pouvais ignorer. Lorsqu'il s'agissait de décisions concernant l'école ou l'avenir, Marissa était toujours la première à donner son avis. Ses opinions étaient perçues comme de l'ambition et une orientation, tandis que les miennes étaient souvent balayées d'un revers de main, avec des remarques sur le fait d'attendre ou de ne pas avoir à décider pour l'instant. Quand Marissa faisait des erreurs, ma mère cherchait des explications pour en atténuer les conséquences. Quand j'en faisais, c'était présenté comme la preuve que j'avais besoin de plus de discipline, de plus de prudence et de plus de retenue. Personne n'a jamais dit que nous étions traités différemment, mais chaque réaction le confirmait. Ce qui rendait ce déséquilibre le plus flagrant, c'était la responsabilité. Les tâches à accomplir, les lacunes à combler, me revenaient presque toujours. On faisait appel à moi pour superviser, organiser ou gérer le travail que personne d'autre ne voulait. Quand je m'en acquittais bien, cela passait inaperçu, comme si c'était la moindre des choses. Quand Marissa donnait un coup de main, même brièvement, c'était remarqué et salué comme un effort. J'ai appris très tôt que faire plus ne signifiait pas être plus apprécié. Vivre dans cet environnement a façonné mon comportement avant même que j'en comprenne l'impact. J'ai appris à observer avant de parler, à peser mes mots et à déterminer si mes paroles ne feraient qu'attiser les tensions. Avec le temps, le silence est devenu plus facile que la justice, car poser des questions changeait rarement la donne et me faisait souvent passer pour une personne difficile aux yeux de ma mère. Persévérer dans le silence me semblait plus sûr que de demander à être remarqué. Ma mère n'a jamais qualifié ses choix de favoritisme. Elle les appelait responsabilité, pragmatisme et conscience de ce qui était le mieux pour la famille. Après le décès de mon père, personne n'a remis en question cette certitude, et elle est devenue une règle tacite à la maison. La famille était gérée avec contrôle et efficacité, l'ordre primant sur l'équilibre émotionnel. Au fil des années,
Cette structure a façonné la façon dont je me percevais au sein de la famille. J'ai cessé d'attendre de la reconnaissance et me suis concentré sur l'accomplissement de mon rôle, car il me semblait toujours plus sûr d'en faire plus que d'attendre quelque chose en retour. L'injustice n'était jamais exprimée ouvertement, mais elle transparaissait dans d'innombrables petites décisions, m'apprenant que ma valeur dans la famille était liée à ma capacité à assumer les responsabilités. À l'âge adulte, le silence et la persévérance étaient devenus instinctifs, et je les ai conservés longtemps après. Avoir quitté la maison familiale. Bien des années plus tard, alors que j'avais un emploi stable et ma propre routine, l'entreprise familiale a commencé à se dégrader de façon alarmante. Les premiers signes étaient financiers. Les factures fournisseurs s'empilaient, non ouvertes, sur le bureau, plusieurs étant déjà en retard de paiement car plus personne ne respectait les échéances. Les commandes étaient passées par habitude plutôt qu'en fonction des ventes, ce qui expliquait les ruptures de stock. Certains produits étaient indisponibles, tandis que les produits de base étaient épuisés en milieu de semaine. Les employés se plaignaient discrètement des horaires irréguliers, travaillant parfois 6 jours d'affilée, perdant parfois des heures sans préavis, et 2 employés permanents ont démissionné le même mois sans avertissement. Ma mère m'a contacté après qu'un fournisseur a menacé d'interrompre les livraisons si une dette n'était pas réglée. La conversation fut brève et pragmatique. Elle m'a expliqué que le magasin perdait de l'argent, que les fournisseurs s'impatientaient et qu'elle avait besoin de quelqu'un capable d'analyser les chiffres objectivement. Elle ne m'a pas demandé ce que je ressentais ni évoqué le passé, mais elle a reconnu que la situation la dépassait. C'était la première fois qu'elle présentait mon implication comme nécessaire plutôt que comme une simple commodité. À mon retour, je n'ai pas demandé d'autorité, car je savais comment cette conversation se terminerait. J'ai plutôt demandé un accès aux informations. J'ai sollicité les rapports de vente des 12 derniers mois, les contrats fournisseurs, les fiches de paie et les relevés bancaires. En quelques jours, les problèmes sont apparus au grand jour. Le magasin payait inutilement des frais de livraison express pour commander des articles saisonniers et approuvait les heures supplémentaires sans contrôler les conditions de travail. Pris individuellement, aucun de ces éléments n'était catastrophique, mais mis ensemble, ils expliquaient la disparition des bénéfices. J'ai commencé par réduire le gaspillage plutôt que de chercher à tout prix la croissance. J'ai renégocié les plannings de livraison pour éviter les pénalités. J'ai supprimé les catégories de produits qui généraient des pertes constantes, même parmi les articles phares. J'ai restructuré le planning du personnel pour garantir la prévisibilité des horaires, ce qui a permis de réduire les coûts des heures supplémentaires et la frustration des employés. J'ai également mis en place un système de suivi simple pour que les ventes quotidiennes soient analysées au lieu d'être ignorées jusqu'à la fin du mois. En quelques semaines, les coûts se sont stabilisés. En quelques mois, la trésorerie a cessé de fluctuer de manière imprévisible. Les fournisseurs ont repris leurs activités normales, les paiements étant désormais effectués à temps, et les employés ont cessé de démissionner, car ils pouvaient enfin planifier leur semaine. Les clients ont également constaté le changement. Non pas que le magasin ait changé d'apparence, mais parce que les rayons étaient régulièrement approvisionnés et que le service était plus fluide. Malgré ces progrès, mon rôle était soigneusement défini. Lorsque des problèmes survenaient, ma mère me renvoyait directement les clients. Lorsque la situation s'améliorait, le discours changeait. Elle parlait du magasin qui retrouvait son équilibre, des cycles économiques, de sa capacité à se redresser, de la persévérance. Lorsque d'autres membres de la famille demandaient comment la situation avait été gérée, mon nom était rarement mentionné. Le travail était présenté comme une nécessité, et non comme une réalisation personnelle. Je suis resté impliqué même si ma visibilité diminuait. J'ai formé un superviseur à la gestion des procédures de commande qui n'avaient jamais été formalisées par écrit, et j'ai créé des sauvegardes afin que les décisions ne reposent plus sur la mémoire. Je suis resté car les systèmes étaient fragiles et qu'un départ prématuré aurait anéanti les progrès accomplis. Je suis resté aussi parce qu'une partie de moi croyait encore que la constance finirait par mener à la reconnaissance. Lorsque le magasin n'était plus en danger immédiat, ma position avait discrètement évolué. On me consultait en cas de problème, mais j'étais exclu des discussions sur les projets. J'exécutais les décisions sans qu'on me demande mon avis. Ce schéma me semblait familier, utile en temps de crise, mais ignoré en période de stabilité. Lorsque j'ai finalement pris du recul, l'entreprise a continué de fonctionner selon la structure que j'avais imposée, même si ma contribution est restée méconnue. Ce que j'ai emporté avec moi, ce n'était pas de la colère, mais la prise de conscience que, dans ma famille, l'effort et la reconnaissance avaient toujours été dissociés. Peu après le retour à la normale, Marissa est rentrée à la maison. Elle était revenue peu après avoir obtenu son diplôme, avec des cartons encore à moitié déballés et une assurance qui tenait davantage de ses compétences que de son expérience.
Ma sœur Marissa m'a été présentée cette même semaine par ma mère comme celle qui reprendrait l'entreprise familiale afin que je puisse enfin me retirer. Cette décision était présentée comme pratique et nécessaire, justifiée par le diplôme que Marissa venait d'obtenir et par l'idée que les études supérieures étaient plus importantes que le temps passé au magasin. Il n'y a eu aucune réunion pour discuter de la transition, aucune conversation sur la répartition des responsabilités, et aucune reconnaissance du fait que j'avais assuré la gestion quotidienne jusqu'au retour de la stabilité. Maman a expliqué le changement d'un ton calme, presque récité. Elle a dit que le magasin avait besoin d'une nouvelle direction, d'une vision à long terme et de quelqu'un avec la formation académique adéquate. Sa façon de parler donnait l'impression que c'était définitif, comme si la situation avait toujours été ainsi. Quand j'ai demandé quel serait mon rôle désormais, la réponse est restée vague. On m'a dit que je continuerais à faire ce que je faisais, mais sans avoir à participer aux décisions. Au début, le changement m'a paru insidieux plutôt que brutal. Les réunions qui se tenaient auparavant autour de la table de la cuisine se déroulaient maintenant à huis clos. Les courriels des fournisseurs, qui me mettaient en copie, ne contenaient plus mon adresse. Des modifications des horaires du personnel sont apparues au tableau sans aucune concertation préalable, même lorsqu'elles contredisaient directement les systèmes que j'avais mis en place. Quand je posais des questions, maman répondait que Marissa s'en occupait. Marissa, après m'avoir généralement rappelé que sa formation l'y avait préparée, s'empressait d'affirmer son autorité, souvent sans comprendre le raisonnement derrière les procédures existantes. Elle ajustait les commandes de stock en se basant sur des prévisions théoriques plutôt que sur les tendances réelles des ventes. Malgré mes tentatives d'explication quant aux ventes ponctuelles de certains articles, elle réorganisait les responsabilités du personnel sans vérifier la disponibilité des produits, ce qui engendrait confusion et ressentiment au sein du rayon. Lorsque des problèmes survenaient, ils étaient présentés comme de simples difficultés de croissance plutôt que comme des erreurs, et on me demandait d'apaiser les tensions sans que je sois impliqué dans les décisions qui les avaient provoquées. Le changement le plus marquant concernait la façon dont mon travail précédent était perçu. Des améliorations qui avaient nécessité des mois de travail étaient soudainement décrites comme faisant partie du redressement naturel du magasin. Lorsque des proches ou des clients réguliers constataient une nette amélioration ces derniers temps, ma mère attribuait ces progrès à une bonne planification et à un timing parfait, citant parfois l'arrivée de Marissa comme un tournant. Mon nom n'était plus mentionné, sauf en cas de problème, auquel cas je devais intervenir discrètement pour le résoudre sans me faire remarquer. J'ai constaté la constance de ce schéma. L'autorité était déléguée d'emblée en fonction des résultats, la responsabilité étant attribuée a posteriori. Marissa pouvait expérimenter, rectifier le tir et se tromper sans conséquence. On attendait de moi que j'en subisse les effets, souvent en dehors des heures de travail, et sans consultation préalable. Cette différence n'était pas explicitement expliquée, mais elle était renforcée par des décisions quotidiennes qui laissaient peu de place à l'interprétation. Avec le temps, ma présence au magasin est devenue purement fonctionnelle, et non plus collaborative. J'étais conditionné à exécuter les instructions sans les remettre en question. Mes suggestions étaient accueillies par des hochements de tête polis, puis ignorées. Lorsque j'ai cessé toute contribution, personne ne m'a demandé pourquoi. Le système s'est adapté à mon silence, s'appuyant sur ma contribution tout en m'excluant de la gestion de l'entreprise. C'est alors que j'ai compris que ce n'était pas une question de compétence ou de contribution, mais de rôles attribués bien avant que nous soyons en âge de les remettre en cause. On invoquait les études comme justification, mais seulement lorsqu'elles confortaient une décision déjà prise. On attendait de moi une loyauté sans réciprocité, et la responsabilité était unilatérale, quel que soit le résultat. La prise de conscience s'est faite lentement mais sûrement. Ce que je vivais n'était ni un oubli passager, ni un malentendu qui aurait pu se résoudre par la conversation. C'était un schéma qui structurait la répartition de l'autorité, du mérite et de la confiance au sein de notre famille. Une fois ce schéma compris, j'ai également réalisé qu'aucune constance de ma part ne pourrait modifier le fonctionnement de ce système. Le dîner de ce soir-là était organisé pour célébrer la signature récente d'un contrat. Maman avait insisté pour un vrai repas de famille, affirmant qu'il était important de marquer le coup et de témoigner de sa reconnaissance pour le chemin parcouru. La table était dressée avec plus de soin que d'habitude, et l'atmosphère semblait préparée, comme une annonce attendant le moment opportun. Je savais déjà de quel contrat il s'agissait, puisque j'avais passé des semaines à tisser des liens, à négocier les termes et à gérer moi-même la signature finale. Je m'attendais simplement à un repas tranquille, persuadé que les faits parleraient d'eux-mêmes si le sujet était abordé. À mi-chemin du dîner, maman se leva, son verre à la main, et s'éclaircit la gorge, attirant l'attention de tous sans même y penser. Elle sourit à Marissa et dit « Ta sœur est une fierté. »« Toi, non. » Les mots tombèrent avec assurance et clarté, comme des vérités évidentes plutôt qu'un choix délibéré.
Elle poursuivit en louant le leadership de Marissa, son niveau d'études et sa capacité à créer des opportunités pour assurer l'avenir du magasin. Le contrat fut présenté comme la preuve que maman avait fait le bon choix en lui confiant la direction. Je restais là, silencieux, tandis que l'honneur lui était ôté. Le contrat que maman célébrait portait mon nom sur les emails, ma voix au téléphone et ma signature sur les documents. J'avais découvert que l'associé avait géré leurs problèmes et accepté des conditions adaptées au fonctionnement du magasin. Marissa n'avait été impliquée dans aucune des discussions précédentes. Elle avait été informée une fois que tout était déjà en place. Maman me regarda brièvement, puis ajouta « Voilà à quoi ressemble un vrai leadership, quand quelqu'un est enfin compétent. » La phrase fut prononcée calmement, sans hésitation, comme si elle dissipait tous les doutes avant même qu'ils ne se manifestent. J'attendis une rectification qui ne vint jamais. J'ai laissé à maman le temps de s'expliquer, m'attendant au moins à une reconnaissance fugace que l'accord n'était pas sorti de nulle part. Au lieu de cela, elle a insisté. C'est précisément pour ça qu'une direction formelle était importante. C'est pour ça qu'il était judicieux de faire confiance à Marissa et c'est pour ça que le magasin semblait enfin avoir une direction. Chaque phrase éloignait un peu plus la vérité. Marissa est restée silencieuse, sans nier les compliments ni les détourner. Elle a accepté les félicitations d'un signe de tête et a dit doucement « Je ne fais que ce que maman m'a demandé de faire, je la laisse profiter de ce moment sans poser de questions. » J'ai vu la situation se figer, non pas à cause de ce qui avait été dit, mais à cause de ce qui avait été délibérément tu. J'ai alors compris que ce dîner n'était pas un moment de gratitude ou de célébration. Il s'agissait d'affirmer sa version des faits. Maman indiquait à tous les convives quelle version elle entendait défendre. La corriger n'aurait rien changé. Cela n'aurait fait que transformer l'instant en une confrontation qu'elle était déjà prête à gagner. Alors je suis restée silencieuse. J'ai terminé mon repas, posé ma serviette et me suis levée sans l'interrompre. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a demandé où j'allais. Je ne me suis pas expliqué, car il n'y avait plus rien à expliquer. Partir ressemblait moins à quitter un dîner qu'à sortir d'un rôle que j'avais joué en silence pendant des années. Ce soir-là a marqué la fin de mon implication dans le magasin. Non pas parce que j'étais ostracisée, mais parce que j'ai choisi de ne plus participer à un système qui dépendait de mon travail tout en me niant ma place. Je n'ai pas discuté, ni exigé de reconnaissance, ni demandé un crédit qui ne m'aurait jamais été accordé. Je me suis simplement retirée et j'ai laissé la version des faits que maman préférait se perpétuer, sans mon soutien. Le silence qui a suivi était intentionnel. C'était la seule réponse qui restait, une réponse qu'on ne pouvait ni réécrire ni attribuer à quelqu'un d'autre. Quelques semaines après mon départ, j'ai recommencé à zéro dans un endroit qui me semblait complètement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Mon départ n'a été ni dramatique ni impulsif. J'ai fait mes valises, tourné la page sur une époque révolue et me suis concentré sur la recherche d'un emploi libéré du poids des attentes familiales. J'ai envoyé des candidatures, passé des entretiens et reconstruit ma routine sans impliquer personne de mon passé. La distance m'a été plus bénéfique que je ne l'aurais cru. Pour la première fois depuis des années, mes décisions étaient prises en toute solitude, guidées par des raisons pratiques plutôt que par des obligations. Je n'avais rien à prouver. Je voulais simplement une stabilité qui ne soit pas une récompense. Ma recherche d'emploi m'a mené vers des lieux inconnus, d'autres bureaux, d'autres conversations et un rythme qui m'appartenait entièrement. Un jour, dans un environnement sans aucun lien avec ma famille ou mes souvenirs, j'ai reconnu un visage que je n'avais pas vu depuis l'enfance. Il m'a fallu un instant pour réaliser, non pas parce que c'était flou, mais parce que je m'étais conditionné à croire que certaines personnes n'existaient plus dans ma vie. C'était mon père, à quelques pas de moi, plus âgé, mais indubitablement le même. Nous n'avons rien précipité. Nous nous sommes reconnus avec précaution, deux personnes conscientes d'une histoire commune, mais réticentes à en assumer l'importance. Nous avons choisi de parler, non par besoin de tourner la page, mais parce que l'évitement ne nous était plus d'aucune utilité. Autour d'un café, il a expliqué son absence sans demander pardon ni compassion. Il s'est exprimé clairement, décrivant des années marquées par des décisions prises sans contrôle et un foyer où la moindre divergence d'opinion était perçue comme une trahison. Partir n'avait pas été une fuite, mais une limite qu'il jugeait nécessaire à sa survie. L'écouter n'a pas réécrit mon enfance, mais l'a transformée. Le silence dont je me souvenais n'était pas de la négligence, mais une distance imposée par des circonstances que nous ne maîtrisions pas pleinement à l'époque. Il a clairement indiqué qu'il ne s'attendait pas à reprendre sa place dans ma vie comme une figure parentale. Il souhaitait simplement que l'honnêteté règne là où les suppositions avaient trop longtemps persisté. Cette clarté valait plus que toute réconciliation. Notre conversation ne s'est pas attardée sur ma mère ni n'a cherché à justifier chaque décision. Elle s'est concentrée sur ce qui s'était passé, pourquoi cela s'était passé et pourquoi, pour revivre le passé, il fallait désormais faire preuve de retenue plutôt que d'émotion.
Il ne m'a pas interrogé sur le magasin ni sur le conflit que j'avais laissé derrière moi. Il s'est plutôt intéressé à mon travail, à mes objectifs et à mes projets d'avenir. Ses questions étaient concrètes, non pas exploratoires, et respectaient l'indépendance que je construisais. Avant de nous séparer, il m'a fait une proposition précise et tangible. Il m'a parlé d'un contact professionnel qui recherchait quelqu'un avec mon expérience et m'a suggéré de le présenter. Il n'y avait aucune pression. Il ne l'a pas présenté comme une aide à laquelle j'avais droit ou comme une compensation pour des années perdues. C'était simplement une opportunité offerte sans condition, me laissant entièrement libre de décider. J'ai accepté cette présentation car elle correspondait à ce que j'aspirais déjà à faire. Le poste n'était pas prestigieux, mais c'était un travail honnête avec des attentes claires et des limites bien définies. Il valorisait la compétence plutôt que la hiérarchie et récompensait les contributions sans exiger de sacrifices personnels. Le processus était simple et, pour une fois, mes efforts ont été évalués sans comparaison avec ceux des autres. Ma rencontre avec mon père n'a rien changé à mes sentiments envers ma mère ni au choix que j'avais fait. Elle a simplement confirmé que quitter le magasin était une nécessité, et non une réaction impulsive. La vie que je construisais ne dépendait ni de la réparation ni de la reconnaissance. Elle reposait sur la constance, la responsabilité et la liberté de m'épanouir sans régresser. Cette prise de conscience m'a accompagné longtemps après la fin de la conversation et a déterminé la voie que j'ai enfin osé suivre en toute confiance. Alors que je m'adaptais lentement à ma nouvelle vie, tout a commencé à s'effondrer dans le magasin. Au début, l'effondrement n'a pas été annoncé au grand jour. Il s'est manifesté par de petits changements opérationnels que seuls les proches de l'entreprise pouvaient remarquer. Après mon départ, Marissa a pris les rênes du magasin sans transition ni supervision. Les systèmes que j'avais mis en place ont été jugés inutiles et trop rigides. Les commandes de stock n'étaient plus basées sur les ventes réelles, mais sur l'intuition et les promesses de nouveaux contacts. Les contrats fournisseurs à long terme ont été modifiés sans négociation approfondie, entraînant une hausse constante des coûts en peu de temps. Le chiffre d'affaires a diminué progressivement. Les clients n'ont pas disparu du jour au lendemain, mais l'instabilité des stocks, les changements de prix fréquents et un service irrégulier ont créé un climat de précarité. Des dépenses autrefois rigoureusement contrôlées ont commencé à disparaître sans explication. Les rapports financiers ont été retardés. Les chiffres n'étaient plus vérifiés régulièrement et personne n'était tenu responsable des anomalies constatées. Les employés réagissaient avant tout le monde. Les horaires de travail changeaient sans préavis, les responsabilités se chevauchaient et les instructions se contredisaient d'une semaine à l'autre. Le personnel resté malgré les difficultés précédentes commença à partir suite à des désaccords répétés sur les décisions de la direction. Chaque départ entraînait une perte d'expérience et de connaissances précieuses, impossible à remplacer rapidement. De nouvelles recrues étaient embauchées à la hâte. La formation était minimale et les erreurs se multipliaient à mesure que la pression augmentait. C'est durant cette période que Daniel, alors petit ami de Marissa, fit son apparition. Dès le départ, il se présenta comme un homme financièrement stable, à l'éloquence naturelle, et rassurait Marissa lorsqu'elle se sentait dépassée. Il se positionna comme un solutionneur de problèmes, quelqu'un capable d'alléger son fardeau. Daniel proposa de l'aider pour les paiements fournisseurs, la gestion de la trésorerie à court terme et la supervision temporaire de certains comptes afin d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise. Il n'y avait ni accords écrits ni contrôles indépendants, seulement une confiance mutuelle fondée sur une relation personnelle. Au début, les petits écarts étaient ignorés. Les retards étaient imputés à des problèmes d'organisation ou à des erreurs système. Personne n'interrogeait Daniel de près, car Marissa pensait qu'il l'aidait à alléger la charge. À mesure que les problèmes s'aggravaient, les explications devenaient floues. Des paiements aux fournisseurs étaient annulés. Les soldes diminuaient plus vite que prévu et les questions restaient sans réponse, se contentant d'excuses qui n'éclaircissaient jamais le problème. Finalement, la situation devint impossible à ignorer. Daniel despaired. Ses appels restaient sans réponse, ses messages non lus, et les comptes auxquels il avait accès étaient presque à sec. Le magasin se retrouva rapidement au bord de la faillite, avec une dette colossale et des risques de poursuites judiciaires. Peu après, Marissa devint elle aussi injoignable. Paniquée, honteuse ou effrayée, elle cessa toute communication. C'est alors que ma mère commença à essayer de me joindre. D'abord les appels, puis des messages de plus en plus désespérés. Chaque tentative reposait sur la même attente, que je revienne et règle le problème. Face à mon silence, elle commença à appeler de numéros inconnus, laissant des messages vocaux qui laissaient entendre que je ne pouvais pas abandonner la situation. Il resta silencio. Ce silence n'était pas une punition, mais une prise de conscience. Ce qui se passait était le résultat de décisions sur lesquelles je n'avais aucun contrôle et d'avertissements ignorés alors qu'ils étaient encore pertinents. Revenir en arrière n'aurait pas sauvé le magasin.
Cela m'aurait replongé dans le même schéma qui m'avait coûté des années de persévérance silencieuse. Avec le temps, les conséquences sont devenues inévitables. Les créanciers ont fait pression sur les fournisseurs, rompu les liens, et la réputation du magasin a subi des dommages irréparables. L'effondrement n'a pas été soudain, mais prévisible. Il est né d'une confusion entre autorité et compétence, d'une confiance excessive accordée à la proximité plutôt qu'à la responsabilité, et du démantèlement de la structure qui, autrefois, maintenait le tout en place. Mon départ n'est pas la cause de la chute. J'ai simplement levé le dernier voile qui masquait la fragilité de l'ensemble. La dernière réunion a eu lieu sur mon lieu de travail. J'étais en pleine journée de travail quand on m'a dit que quelqu'un me demandait à l'accueil. En sortant, j'ai vu ma mère, qui se tenait là, gardant son sang-froid, une attitude que je reconnaissais, fruit d'années d'apparence soigneusement orchestrée. Elle était arrivée sans prévenir, sans permission, et sans tenir compte des limites que j'avais déjà fixées. Quelques instants plus tard, papa est intervenu à son tour. C'était la première fois depuis des années que nous nous retrouvions tous les trois au même endroit, et le poids de cette réalité s'est rapidement fait sentir. Maman a pris la parole la première. Elle s'est excusée, sans élever la voix, sans emphase, mais avec une urgence contenue qui trahissait davantage de la peur que de la réflexion. Elle a dit avoir commis des erreurs, admis avoir fait confiance aux mauvaises personnes et affirmé comprendre enfin la pression qu'elle m'avait exercée pendant des années. Elle a demandé de l'aide, non seulement pour les dégâts persistants, mais pour la famille elle-même. Ces mots étaient choisis avec soin, comme pour éviter toute résistance, mais ils restaient centrés sur ce dont elle avait besoin à l'instant présent. Papa a écouté sans l'interrompre. Lorsqu'elle eut terminé, il a parlé calmement et sans colère. Il a expliqué qu'il était déjà parti une fois car le contrôle avait remplacé le partenariat et que le silence était devenu le seul moyen de survivre. Il a clairement indiqué qu'il ne revenait pas pour se disputer ou rouvrir de vieilles blessures, mais pour me soutenir dans l'établissement de mes propres limites. Il a dit à maman que les excuses n'ont d'importance que si elles sont présentées avant que les dégâts ne soient irréversibles, et non après que tout se soit effondré. J'ai finalement pris la parole. Je lui ai dit que ce qu'elle demandait, ce n'était pas une réconciliation, mais un sauvetage. Je lui ai expliqué que ses regrets n'effaçaient pas des années de rejet, ni les choix qui m'avaient exclu de la famille bien avant mon départ. Je lui ai rappelé que j'avais été là dans les moments difficiles, quand mon travail n'était pas reconnu et quand la justice était une option. Je lui ai dit que je n'avais pas la stabilité nécessaire pour remercier un système qui ne me reconnaissait que lorsqu'il était au pied du mur. Maman a tenté de répondre. Elle a dit qu'elle était toujours ma mère, que la famille devait passer avant l'orgueil et que rompre les liens ferait souffrir tout le monde. J'ai répondu doucement qu'une famille sans justice n'est que contrôle. Avec plus de douceur, je lui ai dit que je ne voulais plus participer à des cycles qui ne changeaient de ton que lorsque les conséquences se faisaient sentir. Papa a hoché la tête une fois, non pas pour me faire plaisir, mais pour reconnaître que la décision était déjà prise. La conversation n'a pas dégénéré. Il n'y a pas eu de cri ni de départ théâtraux. C'est ce qui l'a rendu définitif. Maman a réalisé qu'il n'y avait plus rien à négocier. Elle a demandé s'il n'y avait vraiment aucune voie à suivre. Je lui ai dit qu'il y avait un moyen d'avancer, mais que cela ne signifierait pas revenir en arrière, réparer ou absorber le coup de choix qui n'était jamais les miens au départ. Pappa tillade à distans entré var grymhet, men resultatet av att vägra att upprepa samma skada. Mamman lämnade kort därefter. Il s'agit d'un sujet de recherche, d'un haut sur le contact Frantida et d'info-rapport sur les choses à faire pour le plus cher. C'est quelque chose qui est clair. Les clips sont complets, intégrés à la personne, mais également à la réponse. Pour commencer, j'ai une réponse complète à votre question. J'essaie de travailler jusqu'à ce que la journée se mette au centre de l'attention de la ville. Ingenting i mitt liv förändrades ännu. Tout était prévu pour vous. J'ai commencé à essayer de faire en sorte que l'ensemble soit supérieur. Il s'agit d'une fin de l'histoire qui a eu lieu pour l'équilibre. Il vous sera utile de vous occuper de votre corps ou de votre main. Den handlar om att förstå att gränser inte är grymhetshandlingar utan överlevnadshandlingar. Rättvisa inom en familj är inte valfritt och kärlek ursäktar inte skada att bli repetitiv och okontrollerad. Att gå därifrån betyder inte att du misslyckades. Il faut savoir que du valde äntligen dig själv framför ett system som aldrig valde dig lika. Tack för att du ständ kvar med den här berättelsen ab tog slutet. Din tid och uppmärksamhet betyder mer än du kanske inser. Pour qu'ils aient une résonance supérieure avec la recherche, ou que vous soyez en train de le dire, vous aurez une réflexion en direct ici, en pensant à ce que vous avez dit en commentant. Cette perspective peut vous aider à vous rappeler de ce que vous avez à faire pour avoir une longue variété de plats.